Bonjour à nouveau, merci de nous rejoindre dans l'hebdo des éditorialistes. L'actualité est lue par les confrères sur ce plateau. Je suis avec Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Bonjour Gabin. Bonjour Angèle, bonjour téléspectateurs. Vous parlez dans votre micro. Bonjour Angèle, bonjour téléspectateurs. Merci beaucoup. Armand Danou, journaliste à Bénin Intelligent. Bonjour. Bonjour Angèle. Bonjour téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est un plaisir. Voilà, nous avons 3 sujets à l'ordre du jour. Le premier sujet concerne la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Vous le savez, les députés de la 9e législature seront en session extraordinaire dès le 22 février prochain. Au menu de cette première session extraordinaire, plusieurs propositions de loi, dont 2 qui retiennent particulièrement l'attention. Eh bien, il s'agit de la proposition de loi portant révision de la Constitution et celle portant modification et complétant le code électoral. Alors, il est vrai que vous n'êtes pas député, chers confrères, mais aussi que les négociations seront purement politiques du côté de l'Assemblée nationale. Mais cela fait 2 différentes propositions de loi pour un seul choix pour ces députés. Analyste que vous êtes, chers confrères, au vu des enjeux, je vais commencer par Gabin. Comment entrevoyez-vous les choses du côté du Parlement dès ce 21 février? Eh bien, il serait difficile de notre position d'entrevoir parce que la politique est d'abord un jeu imprévisible. Toutes les surprises peuvent survenir à l'occasion. Mais si l'on s'en tient déjà aux positions des uns et des autres, aux postures affichées par les différentes sensibilités politiques, c'est-à-dire les 3 groupes parlementaires représentés donc à l'Assemblée nationale, je peux dire que la proposition de révision de la Constitution n'a aucune chance d'aboutir. Aucune chance d'aboutir. C'est vous. Ah oui, ça, on peut être péremptoire dessus. Jusqu'à ce que les choses ne changent, jusqu'à ce que, écoutez, le jeu des couloirs ne se fasse à l'Assemblée nationale. On peut dire aujourd'hui que, bon, la majorité acquise au chef de l'État, c'est-à-dire la majorité parlementaire constituée des 53 députés de l'Union progressiste, le Renouveau, et des 28 députés du Bloc républicain, ne suffit pas au sens de la Constitution pour acter le projet de révision de la Constitution par voie parlementaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une disposition de la Constitution elle-même qui prévoit que pour entériner la révision de la Constitution, il faut une majorité des 4/5. Donc les 81 députés, c'est-à-dire 53 plus 28, ne suffit pas pour ne suffit pas justement pour entériner ce projet-là. Il faudrait au moins 5 à 6 députés du Parti Les Démocrates. Le Parti Les Démocrates qui est péremptoire, qui est formel sur son opposition par rapport à la proposition de loi. Et donc, je pense qu'il serait hasardeux d'envisager une suite favorable ou un aboutissement heureux de cette initiative à l'heure où nous sommes en train de parler. Mais nous sommes encore loin du 21 ou bien des jours qui vont suivre. Comme je le dis une fois encore, on peut laisser une marge peut-être au jeu de couloir et aux tractations politiques qui pourraient changer le cours des choses au dernier moment. Alors, Amandanou, la proposition des députés à qui n'attendait, qui selon les informations des députés du Graal du parrainage, ou la révision de la Constitution qui inverse les élections mais qui les laisse parrainer ainsi que les maires. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis que le sujet a agité dans l'opinion publique, il y a tellement de réactions de part et d'autre. Et franchement, l'aboutissement heureux de cette proposition de loi visant à réviser la Constitution béninoise, vraiment comme l'a souligné mon cher confrère Gabin, ce serait une grande surprise que ça puisse aboutir et on attend bien de voir le 21 ce que ça va donner. Tout est possible en politique et vous n'êtes pas sans savoir que c'est en politique que 2 droites parallèles peuvent se rencontrer. Donc jusqu'à la veille, tout peut se passer. Et bon, miraculeusement, ça peut aboutir heureux, ça peut donner un résultat favorable, mais on attend bien de voir ça. Moi, je suis sceptique. Sur la révision, c'est ça? Sur la révision, bien évidemment. Et l'autre chose, c'est la proposition de l'honorable Aké. Ça peut toutefois passer.
puisque la décision de la Cour constitutionnelle le 4 janvier passé, ça demande de toucher ces paramètres pour établir l'égalité entre les maires qui vont parrainer ou autres. Donc, si on aborde dans ce sens, je pense que ça peut donner un avis favorable, mais on attend bien de voir le 21 ce qui va se passer. Si le contraire se produisait, ce sera un miracle qui sortirait du Parlement béninois. Oui, oui, au fait, j'avais répondu à un pan de votre question, sauf erreur de ma part, parlant de la révision du projet, de la proposition de loi, portant révision de la Constitution. Écoutez, si c'est vrai que, compte tenu du contexte des rapports de force et des positions des uns et des autres, du moins dévoilées devant l'opinion, il serait aventureux de penser que cette proposition de loi va aboutir. Par contre, pour la modification du code électoral, je pense que les positions plus ou moins sont favorables à ce que, on puisse retoucher, parce que les uns et les autres s'accordent sur le fait qu'il y a des choses à corriger, certaines anomalies, même si par rapport aux corrections à apporter, on n'appréhende pas forcément les choses dans le sens stricto sensu défini, n'est-ce pas, par la décision de la Cour constitutionnelle du 4 janvier 2024, peut-être les leaders de l'opposition, pour avoir entendu quelques-uns, estiment aujourd'hui qu'il faut, au-delà du seul cadre de l'harmonisation des choses et du règlement de la question de l'égalité de parrainage au niveau des maires, il faut aller au-delà, peut-être toucher les questions de caution, les questions de 10% de suffrage ou de pourcentage requis pour postuler ou prétendre à l'attribution des sièges. On verra bien si leurs pairs de la majorité seront en phase avec ces différentes propositions-là. Mais moi, je n'ai aucun doute sur l'aboutissement heureux de la modification du code électoral, étant donné que s'ils ne le faisaient pas, il pourrait avoir des blocages pour les élections à venir. Vu sous cet angle, est-ce que c'est favorable pour ceux qui sont là parce qu'ils veulent parrainer? C'est seulement le projet de révision de la Constitution qui donne la possibilité de parrainer selon... Je pense que le chef de l'État les a mis devant le fait accompli. Lui qui a dit désormais qu'il ne veut plus se mêler de la question, qu'ils n'ont qu'à faire selon ce que bon les semble. Donc les députés sont face à leurs responsabilités désormais. Je sais que beaucoup parmi eux ne vont pas bouder le plaisir de s'octroyer ce privilège ou cette dernière cartouche qui leur restera pour ceux qui ne seront plus peut-être de la scène en 2021. Parce qu'il y a cet enjeu-là. Le parrainage peut être vendu à prix d'or pour certains potentiels candidats qui vont se lancer dans la bataille, dans la conquête. Qui ne veut pas parrainer, donc, écoutez, qui ne veut pas parrainer? Mais voilà qui se fait que le chef de l'État a émis une préoccupation que je trouve plus ou moins pertinente, étant donné que les députés qui sont en droit de parrainer, si on doit conférer une certaine légitimité à la chose, ce seraient ceux qui vont triompher ou vont passer le cap des élections générales de 2026. Pour ma part, parce que il est totalement incohérent et incompréhensible que des personnes à qui le peuple a retiré toute légitimité, qui auraient échoué aux élections, et certains même parmi les députés de la nouvelle législature, il n'est pas exclu que certains ne soient même pas candidats pour les élections de 2026. Comment se fait-il que... Là, on parle de mandat en cours. Écoutez, le mandat est en cours, mais objectivement, je pense qu'une fois que vous n'êtes plus dans la scène, vous n'êtes pas habilité à répondre au nom des populations. Ce serait une aberration. Dans tous les cas, j'attends de voir. Je sais que la politique, c'est un jeu d'intérêts et chaque acteur politique poursuit ses intérêts. Bon, il n'est pas exclu aussi que les députés comprennent la chose, prennent de la hauteur par rapport à la proposition du chef de l'État et aillent dans ce sens-là. Donc, s'ils décident de perdre le privilège de parrainer, je pense que c'est pour la bonne cause. On verra si ils vont procéder au décalage des élections comme d'aucuns l'ont suggéré, sans forcément toucher à la Cour constitutionnelle. Dans tous les cas, à la Constitution, pardon. Ce qui est sûr, il y a beaucoup d'options sur la table et ils sauront sur quelle carte il faut jouer. Il y a plusieurs options qui sont sur la table. Et je pense que le chef de l'État l'avait déjà évoqué au moment où il les avait rencontrés individuellement, c'est-à-dire chaque groupe parlementaire, selon ce que lui souhaiterait. Maintenant, la décision reviendrait aux députés. Et maintenant, c'est le 21 février que chacun d'eux, ils vont s'exprimer là-dessus. Est-ce qu'il faut permettre aux députés actuels en cours de mandat de parrainer
les prochains candidats pour 2026. Est-ce que ce sont les députés de 2026 qui vont le faire? On le saura au soir. De votre lecture à vous, qui devrait? Moi, institut personnel, moi, je pense, ma foi, j'avais fait le débat avec certains il y a de cela quelques mois, parce que il y a un clair, c'est-à-dire il y a de l'obscurité à un niveau donné, et moi je me demandais par quelle alchimie on permettrait aux députés actuels en cours de mandat de parrainer les prochains candidats au présidentiel de 2026. Sinon, l'option idéale pour moi, ceux-ci, ils finissent leur mandat, qu'on permette à ceux qui seront élus en 2026 de pouvoir parrainer. Et là, on serait ça va suivre une logique donnée. C'est ma compréhension, c'est ma lecture à moi, propre à moi. Maintenant, on entend bien de voir, puisque Gabin l'a souligné tout à l'heure, et c'est un jeu d'intérêt. Qui ne veut pas parrainer? Et on sait tous ce qu'on met dedans. Maintenant, comment le parrainage va se passer? Puisqu'il y a certaines rumeurs qui font état de ce que le parrainage ne se passera plus comme on le pensait. Ce seraient les partis qui vont... ça, c'est les supputations. Hein. Ce sont des supputations. On attend de voir ce que ça va donner. Peut-être les jours à venir, tout va encore changer. Donc, en politique, et tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, je reste observateur. J'attends bien de voir ce que les acteurs politiques, quel que soit le bord où qu'ils occupent, ce qu'ils vont nous offrir, et on va essayer d'analyser ensemble. Mais la Cour a quand même déjà donné la ligne à suivre. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. La Cour a tranché la question. Évidemment, la Cour a tranché, mais le débat reste ouvert. Parce que moi, objectivement, je fais partie de ceux qui estiment qu'on ne peut pas apporter les corrections telles que la Cour les a demandées sans toucher à la Constitution. C'est la Constitution, des dispositions de la Constitution qui ont organisé la succession des élections, la programmation des élections. Mais tous les partis nous ont démontré qu'on peut bien respecter la décision de la Constitution sans y toucher. Enfin, la Cour constitutionnelle, j'allais dire, sans y toucher. Allons-y. En tout cas, les membres de la Cour constitutionnelle n'ont pas la science infuse. Moi, j'ai la faiblesse de croire ou de penser que ceux qui feraient l'option la plus avantageuse ou la plus concrète pour les députés serait simplement d'arranger un peu les dates. Et on ne peut pas arranger le calendrier des élections sans aller interroger la Cour constitutionnelle, parce que les dispositions justement de la programmation des élections sont définies dans la Cour constitutionnelle. Et donc, moi, j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont s'arranger. Ce qui est sûr, on peut... Bon, j'ai entendu des gens faire des propositions à l'endroit de la Sénat de décaler un peu la date de réception des dossiers. De réduire le délai. Voilà, en permettant aux maires qui ne seraient pas installés de définir un délai pour que la plupart d'entre eux soient dans leurs fonctions et tout. Dans tous les cas, les députés ont beaucoup de cartes en main. Ils sauront comment jouer. Oui, Armand. Oui, sur ce point, je crois qu'on avait déjà fait un débat similaire ici. Moi, je proposais qu'on table beaucoup plus sur le délai, sur les dates. On peut toutefois harmoniser les choses à telle enseigne que les élections législatives ou communales et autres, on peut ramener ça en novembre ou décembre et essayer de voir le timing nécessaire pour pouvoir être dans le délai de 5. Puisque le problème maintenant, c'est le 5 février 2026, pour pouvoir être en concordance avec le 12 avril 2026, puisque les élections, le premier tour des élections présidentielles se déroulera le 12 avril 2026, et l'autre, c'est le dernier délai pour le dépôt des candidatures, le 5 février 2026. Donc, je ne sais pas si, ça dit, avec une intelligence, il pourrait tabler sur les dates, ramener, et encore on parlera d'écouter le mandat, aussi bien des maires que des députés, et pour pouvoir être en harmonie avec la décision du 4 janvier de la Cour constitutionnelle. Ça dit, d'une manière ou d'une autre, moi je souhaite vivement,
particulièrement, et comme le chef de l'État l'a souligné, il n'est pas demandeur d'une révision. Maintenant, lorsque les députés, eux, ils prennent l'initiative d'aller vers la révision et inverser les élections ou autres, c'est une initiative purement parlementaire. Et moi, je pense qu'on pouvait faire les choses autrement, sans inverser les élections, et tabler et réduire, écouter les mandats aussi bien des maires que des députés, afin que les nouveaux maires, puisque c'est le problème qui se pose, c'est au niveau des maires, les nouveaux maires puissent être installés avant le 5 février. Donc, je ne sais pas, on attend bien de voir le 21 ce qu'ils vont décider. Si ça passait, donc on prendra acte. Si ça ne passait pas, ils vont trouver une autre manière plus juste pour que les choses se passent normalement. Donc, voici ce qui crée assez de critiques, de polémiques aujourd'hui, c'est la proposition du député Hassan Seibou qui demande à ce qu'on organise les élections présidentielles avant les élections communales et législatives. Et les gens ne veulent pas entendre le sujet. Là, au moins, il y a deux choix sur la table. Et il va falloir faire un choix. Je ne sais pas si... Dans tous les cas, c'est la volonté de la majorité parlementaire qui va s'imposer. Et vous savez que les députés, on a besoin d'une majorité relative pour pouvoir faire passer les modifications à opérer. Et donc, c'est la loi de la majorité qui va passer. Donc, pour moi, je pense que il suffit d'avoir la question, les appréhensions ou les modifications apportées par le parti, les démocrates et l'Union progressiste, le renouveau, pour savoir à quoi s'en tenir. Toujours est-il, comme l'a dit, j'ai suivi quand même Akhenatonde lors de la conférence de presse animée par le groupe parlementaire l'Union progressiste, le renouveau, pour dire que dans tous les cas, quelle que soit l'option qui sera retenue, eh bien, on tiendra compte de l'égalité des députés aptes à parrainer, l'égalité au sein de la loi, également de l'égalité en termes d'addition, c'est-à-dire égale, et aussi de la légitimité. Donc, si toutes les conditions, si toutes ces trois conditions sont réunies, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et le chef de l'État est d'ailleurs dans cette lecture des choses. Et il a affiché d'ailleurs le 8 février prochain face à la presse nationale. La question qui va se poser, dans quel marigot les démocrates vont-ils boire ? Non, mais ils vont subir tout simplement. Vous savez, nous sommes à l'Assemblée nationale où c'est la loi de la majorité qui passe. Il ne s'agit pas ici d'une question de pourcentage pour adopter les modifications apportées au code électoral. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le code électoral est en train d'être révisé. Et toujours est-il qu'ils devront, à leur corps défendant, subir donc les choix ou les options ou les propositions qui seront faites donc par les députés de la majorité. Tu as la même question, Armand? Oui, ils vont subir. Ils n'auront pas le choix. Hein. Ils vont subir puisque c'est la majorité. Si la majorité prend une décision, ils vont suivre juste la décision finale. C'est tout. Bon, ça c'est minimiser leur présence quand même. Enfin, non, c'est que la Cour a donné juste comme injonction. Eh bien, entendez-vous, pour ajuster les choses, il y a tel problème que tel citoyen a soulevé. C'est vrai que sa requête n'est pas recevable, mais il pose un problème correct par rapport auquel moi je demande un peu que vous, puisque vous avez la légitimité pour toiletter les tests, donc d'apprécier. Donc souverainement, et donc les députés vont apprécier. On ne veut pas savoir si les démocrates ont participé au vote ou pas. D'abord, je sais qu'il y aura des débats assez houleux à l'hémicycle. Toujours est-il que, bon, même s'ils ne sont pas en phase, je pense que la proposition de loi va passer si la majorité des députés de la majorité parlementaire, excusez la tautologie, adopte la proposition de loi. Ce qui est sûr le 21 sera peut-être l'heure de vérité. Parce qu'il y a plusieurs projets de voilà. C'est toute une session. On ne peut pas aujourd'hui dire que c'est forcément le 21 que la proposition sera étudiée. Dans tous les cas, dès que la session sera ouverte, on aura au fur et à mesure une idée des lois qui seront programmées à l'ordre du jour de chaque session.
Voilà, on va passer au second sujet, chers confrères. Ce communiqué, vous l'avez certainement lu cette semaine, celui des démocrates, alertant sur la sécurité des responsables de cette formation politique. Alors, Armand Danou, la démarche, selon vous, est-elle bonne quand on considère le canal exploité pour faire cette dénonciation? Non, mais moi je pense que déjà on est dans un état de droit et chacun doit pouvoir s'exprimer ou et, et hausser le ton lorsque on estime qu'on est en danger, on n'est pas en sécurité, on doit s'exprimer. Mais maintenant, ce qui est le canal par lequel, la façon dont ça s'est passé, moi je pense qu'ils sont des acteurs politiques et on est sur le terrain politique. Chacun cherche par tous les moyens à avoir des gains politiques à travers tous les actes qu'il pose. Donc ça peut toutefois être une démarche politique afin de de gagner tout au moins la pitié de la population. C'est ainsi, moi, je vois la chose. Sinon, ça pouvait se passer autrement. Il y a eu un communiqué. Lorsque, à première vue, moi, j'ai lu le communiqué du parti Les Démocrates, je me suis dit, mais c'est encore quoi? C'est pour créer quelle histoire encore? Moi, ce sont mes premières préoccupations. Et j'estime que dans bon nombre d'esprits, il y a eu ces différentes préoccupations, mais ça pouvait se passer autrement. Ils pouvaient se rapprocher et avoir des éléments tangibles, puisque dans le communiqué, lorsque vous lisez le communiqué, c'est juste un SOS, un cri qui a été poussé et sans éléments tangibles. Sinon, je m'attendais à lire dans ce communiqué, bon, on a noté telle chose, telle chose, telle chose, mais je n'en ai pas eu. Je me suis posé des questions. Donc, du coup, je suis resté sur ma soif. J'ai pas eu d'éléments pour pouvoir véritablement prendre cette situation-là au sérieux. Pour moi, c'est que, bon, c'est juste un élément, encore que ça vient d'un parti politique, et les acteurs politiques, quel que soit sous plusieurs cieux, ils sont capables de tout, juste pour avoir un résultat. Mais non, je ne sais pas si, avec exactitude, les membres du parti, les démocrates, s'inscrivent dans ma compréhension, dans ma lecture, mais toutefois, on est dans un état de droit, et tout citoyen a droit à une sécurité. Mais non, tous les jeux politiques, je laisse ça là aux soins des acteurs politiques. Oui, Gabin Goubi. Bon, moi j'ai lu le communiqué. Je trouve que les mots employés, les termes utilisés dans ce communiqué sont suffisamment graves. Et les faits qui sont dénoncés ou avancés comme étant en projet sont assez graves pour attirer l'attention des uns des autres. Moi, je me dis, a priori, si effectivement ce parti-là a des éléments tangibles, des preuves formelles de ce qu'il avance, eh bien, il lui est loisible tout simplement de les verser à la justice pour démêler les écheveaux et donc clarifier un peu les faits qui sont dénoncés là. Parce que je me dis, si ces faits sont vraiment avérés, les soupçons de projets d'assassinat ou d'élimination de responsables sont vraiment avérés, eh bien, que le parti prenne sa disposition pour remettre ça aux structures chargées des enquêtes pour que l'on puisse voir clair dans ce qui est dénoncé. La façon, je suppose que pour un parti aussi sérieux qui se respecte, on ne peut pas tabler sur du néant pour sortir un communiqué pareil. Mais après avoir fait cette lecture-là, je me suis dit, après tout, nous sommes en politique. Nous sommes en politique et c'est un terrain où tous les coups sont permis, on peut faire tous les jeux pour manipuler l'opinion, pour se victimiser à la limite, pour montrer que voilà, les gens en veulent à notre sécurité, donc nous ne sommes pas en sécurité, tout ça. C'est une stratégie qui marche souvent chez nous parce qu'on a connu des présidents dont peut-être le fait d'avoir été pris comme des victimes des régimes défunts ont favorisé, n'est-ce pas, leur élection
comme président de la République. Donc, nous sommes à quelques encablures des prochaines élections. Et il ne faudrait pas perdre cela de vue. Donc, cela pourrait participer, de mon point de vue, d'une stratégie également pour mettre les populations en alerte. Il faut montrer que voilà... Là, vous rejoignez le porte-parole du gouvernement. Voilà, c'est nous qui sommes. Moi, je ne le rejoins pas. Enfin, que je ne suis pas totalement parce que ces explications ne sont pas très loin de là. Je ne suis pas d'accord. Et ils sont dans les jeux politiques. Moi, je fais mon analyse à mon niveau. C'est vrai qu'aucun pouvoir ne peut accepter tout de go. Voilà, effectivement, nous, on avait comme projet d'éliminer les responsables du parti, les démocrates, mais puisque le topo est dévoilé désormais, donc écoutez, on ne le fait plus. Donc ce serait trop facile d'aller dans ce sens-là. Donc le porte-parole également est dans son rôle, il a démenti les faits. Et moi je me dis qu'a priori, bon, nous sommes dans le jeu politique, mais moi en tant qu'observateur, c'est trop facile d'avaler un peu les thèmes de ce communiqué, de prendre ça pour une parole d'évangile. Nous sommes face à des acteurs politiques, et en politique, il y a ce que nous appelons la manipulation. La manipulation, donc les stratégies pour mettre les populations, créer la polémique et tout. Et donc je pense que tout cela est peut-être encore dans l'imaginaire. On attend de voir. Mais c'est déjà bien que, bon, les acteurs, ils savent le terrain sur lequel ils sont en train de jouer et autres là. L'autre chose, c'est par rapport aux explications données par le porte-parole. C'est vrai, lui aussi, il est allé un peu trop loin en rappelant de tristes souvenirs, en évoquant les affaires d'Anivor. C'est des souvenirs tristes, assez tristes qui sont éveillés là. Il y a des familles qui sont encore sous le coup de ces affaires-là. Donc, il aurait dû ne pas aller là-bas, dire simplement, conseiller simplement au parti Les Démocrates, aux responsables du parti Les Démocrates, de saisir la justice afin que lumière soit faite sur les soupçons qui ont été dénoncés à travers ce communiqué. C'est justement ce côté qui a manqué et qui laisse à croire que ce parti serait dans de la victimisation, parce que quand on a des preuves palpables, tout citoyen a droit de saisir le procureur de la République. Moi, j'ai mis des hypothèses. Je ne dis pas que c'est cela. J'ai fait mes bien sûr, moi, je vous pose une question là-dessus. Oui, à cet effet, pourquoi ne pas saisir directement le canal adapté, c'est-à-dire voilà, le procureur de la République? Ça aurait été effectivement un peu comme démarche. ce que la FCBE a fait, Voilà. un peu comme ça, en exhortant donc le procureur de la République à se saisir du dossier. Donc, je pense que le parti là nous doit encore quelques explications. Peut-être que si c'est un parti quand même qu'on est pour sa façon à ne pas cacher des choses, à dénoncer des velléités. Je connais le secrétaire à la communication de ce parti-là qui n'a pas sa langue dans la poche. Donc, qu'on nous dise d'où est-ce que cette histoire-là est partie, parce que c'est trop facile de tabler sur des rumeurs, tout comme on dit, bon, j'ai l'impression que nous sommes dans un pays où on surfe trop sur du néant. C'est-à-dire, on s'émeut pour ce qui n'a pas sa raison d'être. On est là à la recherche du sensationnel. Et qu'est-ce qu'il faut créer encore pour mettre l'opinion, en troubler les gens, tout ça. Écoutez, on est fatigué de ça. On veut un environnement déjà stable, parce que déjà qu'il est difficile pour le Béninois lambda de s'en sortir. Je pense que les policiers nous laissent un peu loin de ces histoires-là pour que sereinement le Béninois se sente en sécurité. Ça peut être un jeu des acteurs pour pouvoir gagner la pitié de la population. Pour quel intérêt? Oui. On est à quelques années ou bien à la veille des prochaines joutes électorales. Année, on est quand même à 2 ans. Non, mais 2 ans, c'est pas pour le politicien. Il faut vite se mettre sur le terrain pour pouvoir gagner un peu de points sur l'autre, sur l'adversaire, ou soit trouver quelque chose, encore que ils sont dans une posture, c'est l'opposition, dans une posture, pour ne pas dire minimiser ou autre, ils vont chercher à grimper, à avoir plus de gains politiques, à se victimiser à la limite, pour avoir quoi que ce soit. Je ne dis pas que c'est ça, mais tout porte à croire, parce que tout individu peut se lever et pondre un communiqué. Mais aujourd'hui, il y a les canaux idéaux ou autres pour pouvoir toucher, pour pouvoir prouver ces éléments. Lorsque vous vous sentez en insécurité et vous estimez jusqu'à ce qu'on dise on aviserait, ou bien on viserait le premier
du parti, l'ancien président de la République. Vous voyez que ce sont des propos assez graves. Et ça ne devrait pas se limiter uniquement à un communiqué, à quelques phrases. Or, il devrait aller loin. Et je pense que c'est le chemin que le parti de Paul Humpé est en train de leur tracer. Mais ce que vous avez dit est suffisamment grave. Pourquoi ne pas aller devant la justice? Parce que c'est la justice qui s'occupe de ces genres de trucs. C'est suffisamment grave qu'un parti politique se lève et écrive quelque chose du genre. Et qu'on estime que non, bon, ça n'a qu'à se limiter là. Non, ils ont sûrement des éléments. Et ces éléments, ils n'ont qu'à verser ça à la justice afin que chacun soit situé où il se trouve. Je pense que si c'était cette démarche qui était préalablement menée, je ne pense pas que le porte-parole du gouvernement allait aller loin. C'est parce que il a estimé que ce sont des propos, et ça s'est arrêté uniquement aux propos, et qui est grave. Ce qui est grave, c'est le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, qui serait avisé, dans ce coup. Donc, je pense que les acteurs politiques, ils n'ont qu'à permettre au peuple béninois de s'occuper de son train-train, de son quotidien qui n'est pas encore aussi facile. Qu'à nous éviter la psychose. Vraiment nous créer. Parce que lorsque eux, ils disent que certains responsables du parti, et pas les moindres, seraient visés par un assassinat, des coups d'assassinat quand même. Moi, je pense que la victimisation, ça doit se limiter à un niveau donné. Il ne faudrait pas que ça crée la psychose au sein de la population et la quiétude serait perturbée. On ne serait plus, puisque si eux, ils sont dans cette situation, moi, je pense à moi, individu, un kidam qui circule la nuit, jour et nuit, je ne sais pas comment, qui me suit, qu'est-ce que je dirais en ce moment-là? Donc, les politiciens n'ont qu'à essayer de mesurer leurs propos et ce qu'ils veulent faire afin que le pays soit stable et qu'on circule librement dans le pays. Là, on peut exiger les preuves de leur allégation. Bien sûr. Seulement, nous sommes dans un état de droit, à moins que le parti ne continue plus de faire confiance à notre justice. Nous sommes dans un état de droit et tout fait avéré ou soupçonné qui pourrait vous causer préjudice, si vous êtes loisible de les dénoncer pour autant que vous avez les preuves. Je pense qu'il faut les réunir et les verser dans une plainte formellement rédigée et dénoncer au procureur. Moi, je pense que c'est la démarche que ce parti-là doit faire. Et si à l'arrivée, il apparaît, selon les investigations ou les enquêtes menées par les autorités judiciaires, il apparaîtrait que effectivement les faits sont avérés. Je pense qu'on trouvera la formule pour décourager ce gouvernement-là, dont les autorités nourriraient de telles velléités. Je m'étonne quand même que tout ça intervienne dans un contexte où on parle de révision de la Constitution, où carrément celui qui est soupçonné d'être l'instigateur de cette proposition de loi, je veux parler du président de la République, a déjà administré dans une certaine mesure la preuve de sa bonne foi en demandant même que cette question-là soit rangée au placard, quitte à permettre à son successeur en 2016 de l'aborder beaucoup plus sereinement. Parce que nous sommes dans un contexte où peut-être la suspicion est forte de ce qu'il pourrait surfer sur les modifications qui seront apportées à la loi fondamentale pour étendre son bail à la tête de l'État au-delà de 2026. Et donc, si déjà il a dit, je ne suis pas initiateur de cette proposition, l'instigateur de cette proposition de loi, et je ne souhaite même pas qu'une virgule soit retranchée de la Constitution. Et il va même jusqu'à dire, eh bien, si ça crée assez de polémique, il est temps qu'on arrête, mettez ça de côté, rangez ça dans le placard, apportez les conditions que vous voulez et passez à autre chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, rien a priori ne pourrait justifier les coups ou les soupçons ou les dénonciations. Donc, qui vous ne voyez pas l'intérêt de porter la tête à la vie. Honnêtement, objectivement, je me dis, bon, encore que le parti dont il s'agit, le parti Les Démocrates, a, d'après les propos d'un député, Abdel Kamel Ouassangari, pour ne pas le nommer,
a dit que le parti a sécurisé un peu ses votes, pris des dispositions pour qu'aucun de ses députés ne soit débauché, ne soit séquestré, et pour qu'on lui mette la pression à l'effet de voter, d'apporter un vote favorable pour la loi sur la révision de la Constitution. Dans tous les cas, le parti a déjà pris sa disposition. Eh bien, finalement, je me dis, qu'est-ce qu'on craint ainsi autant? Voilà, la question reste entière. Peut-être que les jours à venir vont nous permettre de voir un peu plus clair là-dedans. Le temps pour nous de passer à notre troisième sujet. Nous partons ainsi au Sénégal. Un nouveau coup de théâtre a eu lieu dans ce pays, si on peut le dire comme ça. Ce jeudi, eh bien, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre 2024. Dans cette même décision, le Conseil a annulé le décret du président Macky Sall qui annulait lui-même la convocation du corps électoral pour le 25 février. Alors, chers confrères, je vais commencer peut-être par vous, Armandan. On va partir de la forme de cette décision du Conseil constitutionnel. Selon vous aussi, parce que beaucoup d'observateurs et analystes estiment que ce Conseil vient de prouver une fois et laisse même une jurisprudence dans la sous-région son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Bien sûr, et je pense que ce Conseil vient de prouver la légitimité que peuvent porter les conseils et les cours constitutionnels dans la sous-région. L'indépendance surtout de ces cours dans la sous-région. Ils peuvent le porter et aller très loin et même ne pas soutenir le prince au pouvoir. Et c'est ce qui vient de se passer au Sénégal et c'est très intéressant. Et moi, sans vous mentir, j'étais bien content. Bien content parce que ce conseil vient de redorer les blasons, redonner au Sénégal sa belle image, ce qu'on lui reconnaît dans la sous-région, c'est-à-dire le pays démocratique, ce qui se passait avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Et ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de ce pays qu'un président reporte, annule d'abord, abroge le décret qu'il a pris pour convoquer le corps électoral et annule et sussoit tout et proroge son mandat. Parce que avant la décision du Conseil, Macky Sall a prorogé son mandat. Puisque son mandat finirait du moins le 2 avril prochain. Eh bien là, il a convoqué maintenant le corps électoral pour le 25 décembre. Le 15 décembre. Là, il a prorogé son mandat. Mais aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a mis un coup de marteau sur sa tête et lui dit « Stop, ça ne peut pas se passer. Il faut forcément respecter l'article 103 de leur Constitution qui dit que on ne saurait aller au-delà réduire ou élargir et rendre élastique son mandat, son deuxième mandat à la tête du pays. Donc, c'est un coup de massue pour Macky Sall. Il est maintenant tenu par le col, par le cou, pour pouvoir organiser dans un bref délai, vous imaginez, il a 3 semaines, je crois, pour pouvoir organiser les élections, pour qu'on ne tombe pas dans un vide juridique au Sénégal. Et là, je pense que le Conseil constitutionnel va veiller au grain afin que le 2 avril, puisque le 4 avril, c'est la fête d'indépendance au Sénégal, afin que le 2 avril, il puisse avoir un autre président. Bon, on entrera dans le fond tout à l'heure. Nous sommes toujours sur la forme. Je suis admiratif au fait de ces institutions-là. J'ai toujours défendu partout où je suis passé. L'Afrique doit travailler à avoir des institutions fortes. Et je suis tellement sidéré par la qualité de cette décision, par l'indépendance dont viennent de faire montre les conseillers de cette haute institution du Sénégal, et que je me dis que cela doit faire école. Cela doit faire école. Il faut parvenir, il faut que les gens sachent qu'on peut parvenir à transcender
les égaux, à s'affranchir de la tutelle politique pour voir ce qui est objectif, ce qui est dans l'intérêt supérieur de la nation. Et moi, je me dis, le Sénégal reste toujours le Sénégal. C'est l'un des rares pays, c'est le seul d'ailleurs, dans la sous-région pratiquement, à ne jamais avoir connu un coup d'État depuis les indépendances. Et ça, c'est un attribut que le Sénégal continue aujourd'hui de vendre au monde entier. Et cet attribut, les différents prédécesseurs de Macky Sall ont travaillé à le préserver. Que ce soit Léopold Sédar Senghor, que ce soit Abdou Diouf, que ce soit Abdoulaye Wade. Écoutez, et Macky Sall, sans oublier les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, on connaît les combats qui ont été menés, et même dans la rue, et des gens y ont payé de leur vie. Mais si lui aujourd'hui se met dans une posture où il semble passer un coup de chiffon sur cela, eh bien, ça laisse à désirer, sur la qualité même de nos dirigeants. Écoutez, moi dès que j'ai appris qu'il a pris ce décret de report des élections, je me suis dit, mais quelle crédibilité ceux-là ont au niveau de la sous-région? Voilà quelqu'un qui se fait d'un discours pour appâter les gens début juillet pour dire non, qu'il ne va pas se représenter et avec les pressions de Ousmane Sonko qui aujourd'hui est en train de purger une peine en prison. Mais il vient lui donner raison de façon, ça dit sans aucune pudeur. De cette façon-là, moi, je me dis, mais ce pays-là ne va pas se laisser faire. Je l'ai dit, il y a des âmes, je l'ai confessé. Le Sénégal a une histoire, le Sénégal a une âme. Et le Conseil constitutionnel vient de montrer une fois encore eh bien, que le Sénégal reste toujours le Sénégal et que rien ne doit, aucune velléité ne doit transcender les intérêts supérieurs de la nation, dont le chef de l'État est censé être le garant. Donc, l'indépendance de la justice et des institutions de la République, il faut y croire, il faut y travailler. Et c'est un appel aux dirigeants de la sous-région à œuvrer pour que les institutions soient fortes et que les institutions dépassent les hommes. Parce que ces conseillers du Conseil constitutionnel, excusez la tautologie, auraient privilégié les intérêts d'un seul homme au détriment de ceux du peuple, comme les députés. Je ne vais pas les traiter de godillots ou de députés à la sorte. Donc, qui ont voté même les yeux fermés dans des conditions totalement honteuses. En exfiltrant même de l'Assemblée nationale des députés de l'opposition devant les micros et devant les caméras, c'est totalement triste. C'est une mauvaise image du Sénégal qu'on est en train de vendre là. Et bravo, merci à ces conseillers de cette juridiction. Maintenant, entrons dans le fond de la décision. Est-ce qu'elle règle réellement le problème actuel, Gabin Goubi? Bon, je pense que dans une certaine mesure... Hein, parce que la décision renvoie quand même la balle dans le camp de l'exécutif. Bien sûr. Organiser les électeurs dans le meilleur délai. Oui, Macky Sall doit faire amende honorable. Je pense qu'il a déjà sali son image en prenant cette décision contre le cours des événements et contre même le processus électoral qui était en cours. Il vient de salir un peu l'image de son pays. Je pense qu'en déférant à cette décision, en respectant ce que le Conseil constitutionnel a demandé là, il ne fera que sortir un peu par la grande porte. Il y a intérêt d'ailleurs, sinon s'il s'entête à basculer le pays à nouveau dans un bain de sang, je pense que ce serait à son désavantage et il rentrerait tristement dans l'histoire. Je pense que les institutions doivent y travailler. Je suis heureux de ce communiqué de la CEDEAO qui lui a demandé expressément de prendre en compte, de prendre acte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel pour convoquer dans les meilleurs délais une nouvelle date pour les élections, au point d'éviter, comme le confrère Armand Danou l'a dit tout à l'heure, que le Sénégal ne plonge dans un vide juridique, ce qui plongerait peut-être le pays dans une autre spirale de violence. Oui, je posais la question, eh bien, si la décision règle un problème, parce que là, Macky Sall reste tout de même toujours le maître du jeu. Oui. Meilleur délai, la décision même dit que ce n'est plus évident qu'on le fasse le 25, non, ça c'est donc ça reste toujours Macky Sall le maître du jeu. Mais il a des conseillers, des penseurs, les gens vont lui indiquer. Là, la décision du Conseil constitutionnel renvoie la balle dans le camp de Macky Sall. Et Macky Sall, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Macky Sall ne sortira plus par la grande porte. Il a déjà sali son image. Il a déjà sali l'image. Et ce qu'il va tout simplement accepter aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer la balle pour que le Sénégal ne s'enlise dans une situation, dans une crise qu'on ne pourrait gérer. Parce que lorsqu'il va s'entêter à ne pas, cette fois-ci,
fait de son mieux pour organiser les élections dans le bref délai. Parce que là, qu'on le veuille ou pas, on ne saurait plus respecter les 3 semaines. Dans les meilleurs délais. Parce que, bref, meilleur semble le délai actuellement. Le délai actuellement dans le pays. Non, là, maintenant, meilleur délai. En meilleur délai ou bref délai, moi, je pense que aujourd'hui, maintenant, ils ne pourront plus respecter les 3 semaines de campagne électorale qu'ils avaient l'habitude de le faire. Ils seront obligés, pris par le temps, et ils sauront comment s'organiser. Macky Sall, aujourd'hui, doit jouer la balle comme c'est lancé dans son camp, comme cela se doit, afin que le 4 avril, maintenant, au cas où le 4 avril, il n'y aurait pas terminé, au cas où le 4 avril, il n'y aura pas un président élu, il saura qu'il ne pourra plus rester à la tête, la légitimité n'est plus là. Parce que justement, de ce parti, de ce pays du moins. Donc, si c'est le président de l'Assemblée qui va continuer le mandat jusqu'à l'élection d'un nouveau président, le Conseil constitutionnel va également tabler là-dessus. Mais aujourd'hui, il a intérêt à prendre encore un décret pour relancer les élections dans le pays. Peu importe si ça s'achève avant le 4 avril, mais il a intérêt aujourd'hui de jouer la balle afin de sortir tout au moins avec un petit honneur. Moi, je pense que ce qu'il a fait, le chef de l'État béninois l'a exprimé la fois passée. C'est dommage. C'est dommage pour le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, la crédibilité, l'image du Sénégal a été écorchée du moins ça, à travers cette décision qu'il avait prise. Donc, aujourd'hui, le Conseil a pris la décision. Il est tenu de suivre. Maintenant, si éventuellement il ne respectait pas la décision du Conseil constitutionnel, on saura que c'est un coup d'État purement et entièrement institutionnel ou bien constitutionnel qu'il a fait, et il va subir les conséquences. Non, le coup d'État constitutionnel est même déjà fait. Il aura fallu la clairvoyance de ces sages, véritablement sages, avec toute la rectitude du mot, pour que Macky Sall soit ces velléités de s'éterniser au pouvoir ou de jouer, n'est-ce pas, avec les lois du pays soient contrôlées. Donc c'est heureux parce que cela ne s'expliquait même pas. On vient à peine de régler les questions des coups d'État. Macky Sall qui a pris le devant des choses, qui a tenu des discours pour s'en prendre au Burkina Faso, au Mali et au Niger pour dénoncer ces coups d'État-là. Lui qui est resté dans le combat de la conférence des présidents de la CEDEAO pour dénoncer tout ça, et vient s'illustrer après dans un coup d'État institutionnel ou constitutionnel. Je pense que c'est triste pour l'image de l'Afrique, et donc le Sénégal vient de donner un très bel exemple aux autres pays de la communauté, une école dans laquelle toutes ces institutions, tous ces présidents d'institutions doivent aller. L'autre question à laquelle personne ne répond, c'est comment on fixe une nouvelle date? Comment on fixe une nouvelle date, c'est clair. Bien, la décision a été claire. Il n'y a même pas de dialogue. Il y a des conseillers. Il a des conseillers autour de lui. Donc, il lui est loisible. Ce pays constitué d'éminents cadres quand même. Il y a d'éminents juristes sénégalais. Il n'a qu'à demander la conduite à tenir. Eh bien, ceux qui savent le faire vont procéder à un ajustement de date et trouver le mécanisme qu'il faut pour que le pays ne tombe dans un vide juridique, que les élections soient organisées pour sauver les meubles, pour ce qui peut encore l'être. Oui, alors j'ai la même question avant. Oui, ce qu'il a créé, il doit trouver la solution parce que c'est lui qui a créé. Il doit pouvoir trouver la solution afin que le pays retrouve ses lettres de noblesse, que son image soit rétablie entièrement, parce que le Sénégal ne nous l'aura pas. C'est un exemple dans la sous-région. Et c'est pas bien qu'aujourd'hui qu'il y ait une telle situation dans ce pays. Mais en l'état, il serait encore au poste après le 2 avril. Après le 2, il n'est plus là. Son mandat s'achève. Non, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le cas de figure, sur le fait, c'est un coup d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recours aujourd'hui. C'est l'instance suprême qui a tranché. Il n'a plus de porte de cession. Bon, si le cas se posait, je pense que j'ai suivi une autorité sénégalaise sur RFI qui disait que même si le cas se posait, l'essentiel c'est qu'à partir du 2, qu'on ne parle plus de Macky Sall.
Donc, peut-être le président de l'Assemblée nationale peut prendre les rênes juste pour organiser le temps d'organiser les élections et de partis. Maintenant, si Macky Sall veut enfoncer davantage son image qui est largement écorchée déjà, en s'enlisant dans un bras de fer inutile ou dans une crise qui va basculer le pays, eh bien tant mieux. S'il va se comporter comme un despote, déjà avec tout ce qu'il a fait, ou sous sa mandature, on a enregistré même dans les dernières violences au moins 3 morts, et entre 2021 et 2022 avec les mouvements du PASTEF avec son opposant Jules Sonko, on a enregistré près d'une 40aine de morts. Je pense qu'aujourd'hui, il a intérêt à soigner son image, à sortir par la grande porte et à œuvrer pour que ce pays-là maintienne son statut d'État démocratique de modèle à suivre en Afrique. Merci à chacun de vous, Armand Danon de Bénin Intelligent et Gabin Goubi de Le Matinal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.